France 24, LCP, Public Sénat présente. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe, cette émission qui vous est proposée par France 24 et les chaînes parlementaires LCP et Public Sénat. Nous sommes ensemble pour faire un tour de l'actualité européenne et nous avons le plaisir de recevoir cette semaine Charles Michel. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous avez été Premier ministre de la Belgique de 2014 à 2019 pour le Parti libéral qui correspond au groupe Renew sur la scène européenne proche donc d'Emmanuel Macron. Et vous êtes aussi ancien président du Conseil européen, remplacé l'an dernier par le Portugais António Costa. Charles Michel, les chefs d'État réunis avant la COP30, les 27 ont endossé l'objectif proposé par la Commission européenne de baisser de 90% les émissions de gaz à effet de serre en 2040. Et puis, ils se fixent certes des minima pour 2035, mais des objectifs non contraignants. Pour vous, l'Union européenne a une feuille de route assez ambitieuse dans cette nouvelle COP? Moi, je crois qu'il n'y a pas de doute. Nous sommes, en Européens, extrêmement ambitieux à la fois sur les objectifs qu'il faut atteindre, mais aussi en termes de solidarité avec les pays en développement. Il faut soutenir les capacités des pays en développement d'avoir accès aux technologies pour surmonter ensemble ce défi climatique. Mais je comprends en réalité que les chefs d'État et de gouvernement aient fait preuve de prudence et font preuve de prudence. Pourquoi ? Parce qu'ils sont échaudés par les dernières années. Les dernières années, nous avons fixé un objectif ambitieux, le plus ambitieux dans le monde, la neutralité carbone à l'horizon 2050 pour l'Union européenne. Et on a bien vu que la mise en œuvre des mesures a conduit en réalité à alourdir considérablement la bureaucratie sur le dos de nos entreprises, aussi bien les petites, moyennes que les grandes entreprises. Ça a handicapé la capacité de nos entreprises à innover, à se déployer. Je pense que les États membres sont aussi échaudés par la manière dont la Commission européenne propose une régulation tout à fait excessive, veut absolument tout réguler, y compris parfois des sujets qui n'existent pas encore. Et donc je pense que les États membres ont raison de mettre un peu d'eau froide. Donc vous êtes pro-simplification. Beaucoup veulent simplifier et notamment remettre en cause une partie des textes du fameux pacte vert qui a été adopté à la précédente mandature. La fin des ventes de voitures thermiques neuves en 2035, surtout pas pour les Allemands. Par exemple, la tentative de simplifier la responsabilité environnementale des entreprises en excluant les 2/3 de ces entreprises de leurs obligations. Tout ça, ça vous va? C'est l'agenda qui est voté par la droite et l'extrême droite quand même. Je pense que l'erreur majeure, c'est d'avoir une obsession de la régulation et d'utiliser le changement climatique pour aggraver les régulations et les charges administratives. Je pense qu'on peut totalement concilier l'ambition de réussir à faire reculer cette menace climatique tout en simplifiant nos régulations. Le principe de précaution en Europe est devenu un principe de suspicion généralisée vis-à-vis de nos agriculteurs, vis-à-vis de nos entrepreneurs, les petites et moyennes entreprises, vis-à-vis de nos start-up. On doit au contraire instaurer un principe de confiance dans l'innovation, de confiance dans nos entrepreneurs. Probablement, vous n'avez, contrairement à moi, jamais ouvert les rapports que l'on demande à nos entreprises en matière de développement durable. Ce sont des centaines de pages, ce sont des charges de travail absolument colossales que l'on demande pour faire du monitoring, pour faire des rapports. Nos entreprises, je pense qu'il faut leur faire confiance. Elles peuvent développer les technologies nouvelles dont on a besoin pour surmonter ce défi climatique. Par exemple, dans le domaine énergétique, dans le domaine de l'intelligence artificielle également. Et donc moi, je plaide pour un changement complet de paradigme, en lien d'ailleurs avec le rapport de Mario Draghi il y a un an. Pour qu'on change de paradigme, il faut des contraintes, non ? Il faut des objectifs. Et je pense que les responsables politiques doivent dire à nos acteurs économiques: nous voulons arriver à tel endroit dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, mais nous vous faisons confiance. On ne veut pas vous amener là en vous liant les mains. Et donc, par exemple, la neutralité technologique en matière énergétique, considérer qu'en Europe, on aura besoin d'énergie nucléaire pour surmonter ce défi énergétique. Ça me paraît indispensable. On voit bien que, encore une fois, les bureaucrates européens, certains d'entre eux en tout cas, sont hésitants, tergiversent. On comprend que vous êtes plutôt pro-nucléaire. Charles Michel, nous vous proposons maintenant quelques brèves d'Europe qui ont retenu notre attention, ou plus exactement celle d'Oiana Almandoz. Pour aborder la COP30, les 27 sont parvenus à un objectif non contraignant sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. À l'horizon 2035, elles devront se situer entre -66 et -72% par rapport au niveau de 1990. D'ici 2040, ils s'engagent entre eux à un objectif contraignant supplémentaire,
réduire de 90% leur CO2, mais avec des flexibilités, car les pays peuvent acheter 5% de crédit carbone hors de l'UE pour rester dans les clous. Un accord destiné à emporter l'adhésion des réticents, comme la Pologne et l'Italie, mais qui déçoit les ONG de lutte contre le réchauffement. L'UE pourrait accueillir de nouveaux membres d'ici à 2030. La Commission salue l'avancée des réformes menées par le Monténégro, l'Albanie et la Moldavie, mais considère que la Serbie a pris du retard et que la Géorgie montre un grave recul démocratique. L'Ukraine, elle, est en bonne voie pour rejoindre l'Union, selon la commissaire à l'élargissement Marta Kos. Il sera essentiel de maintenir ce cap et d'éviter tout risque de recul, en particulier en matière de lutte contre la corruption. Viktor Orban a immédiatement réaffirmé son opposition à l'avancée de l'Ukraine vers le club européen. Un an déjà depuis la réélection de Donald Trump à la tête des États-Unis. Il commence son mandat sur ces mots. L'Union européenne est très mauvaise pour nous. Ils nous traitent très très mal. Il lance alors une guerre commerciale, augmentant les droits de douane sur les exportations européennes, à présent majoritairement taxés à hauteur de 15%. En matière de défense, il demande aux membres de l'OTAN d'augmenter leur budget à 5% de leur PIB, contre 2% aujourd'hui, et souffle le chaud et le froid sur son engagement en Ukraine. Proche des leaders de droite radicale Viktor Orban en Hongrie et Giorgia Meloni en Italie, il semble vouloir diviser les Européens pour mieux régner. Charles Michel, l'arrivée au pouvoir de Donald Trump outre-Atlantique, bilan de ce premier anniversaire de ce côté de l'Atlantique. L'Union européenne, ces derniers mois, a manqué de vigueur dans la défense des intérêts européens, a manqué de vigueur dans les efforts d'émancipation par rapport aux États-Unis, et a manqué de vigueur en termes de réformes nécessaires pour plus de compétitivité, pour renforcer la base économique. Vous vous souvenez que Mario Draghi a diffusé un rapport très important il y a un an maintenant, avec peu d'effets, malheureusement. 20% à peine qu'on a mis finalement c'est probablement même un chiffre optimiste par rapport à la réalité. Deuxième élément, cette arrivée de Donald Trump, ou ce retour de Donald Trump aux responsabilités, en plus de la guerre déclenchée par la Russie contre l'Ukraine, doit être, à mon avis, un radio-réveil pour l'ensemble des Européens qui avaient sans doute besoin de voir cette réalité en face. On a besoin de plus de souveraineté européenne. On a besoin d'investir dans la sécurité et la défense, en plus des efforts nécessaires pour consolider notre base économique. En attendant, Donald Trump a négocié 15% de tarifs douaniers avec la Commission européenne et il incite d'ailleurs les entreprises à se relocaliser aux États-Unis. Pour un libéral comme vous, j'ai envie de dire, Charles Michel, c'est la fin du libre-échange qui est en train de sonner ? Moi, je ne crois pas L'Europe doit se protéger. Moi, je ne crois pas que ce soit la fin du libre-échange. On doit défendre avec vigueur nos intérêts. Et il est tout à fait regrettable d'observer la résignation de la Commission européenne qui a accepté, sans utiliser les leviers dont nous disposons, de se faire imposer des tarifs qui sont pénalisants. J'ajoute que l'Union européenne aujourd'hui est la région dans le monde qui est la plus ambitieuse en termes de protection sociale et cela a un impact en termes de coût du travail pour nos entreprises. Nous sommes la région dans le monde la plus ambitieuse en termes de standards environnementaux, et ça a un coût pour nos entreprises en termes de compétitivité. Et aujourd'hui, on voit également qu'en matière énergétique, on a des défis qui sont essentiels pour les industries européennes, a fortiori avec cette guerre qui a été déclenchée par la Russie contre l'Ukraine. Et on voit que les États-Unis saisissent cette occasion pour non seulement presser les Européens en augmentant des tarifs commerciaux d'une part, mais également en forçant les Européens à se soumettre à la domination énergétique des États-Unis aujourd'hui. Et donc il est vrai que ça doit susciter des débats démocratiques au sein des États membres. Et je ne vous étonnerai pas, il y a eu, sous ma responsabilité de président du Conseil européen, des frictions entre moi et la Commission européenne, précisément en lien avec ce que je considère à l'époque comme un manque d'ambition de la Commission européenne dans sa relation avec les États-Unis et avec le reste du monde. Et malheureusement, les faits aujourd'hui me donnent raison. Et c'est malheureux, parce que ce sont les Européens qui payent la facture d'une Commission européenne qui manque de courage sur le plan international. Là, vous parlez des droits de douane, mais sur un autre sujet, précisément, la Commission von der Leyen propose un mur de drones. Et là, les chefs d'État et de gouvernement estiment qu'elle sort de son rôle en s'occupant de la défense. Vous avez d'ailleurs régulièrement critiqué cette présidente pour sa centralisation de pouvoir. Qu'en est-il là ? Il y a deux choses différentes. D'une part, la Commission européenne a mis beaucoup de temps, beaucoup trop de temps, avant de venir avec des propositions industrielles, de financement de l'industrie européenne. Parce qu'en réalité, pour des calculs liés aux élections européennes qui sont intervenues maintenant il y a plus d'1 an, la Commission ne voulait pas s'exposer. C'est regrettable. Par contre, il est tout à fait exact qu'en termes de défense, de sécurité de défense, je ne parle pas du volet industriel qui est lié, bien entendu, ce sont les chefs d'État et de gouvernement qui ont la responsabilité. Et la Commission européenne n'a évidemment pas la légitimité
légitimité démocratique pour s'occuper des questions de paix et de sécurité. Elle a étendu finalement ses compétences, par exemple, sur les questions de santé au moment du Covid. Avec l'aval des États membres qui ont demandé à la Commission européenne d'être impliqués, par exemple, pour soutenir le développement des vaccins et pour veiller à ce que tous les États de l'Union européenne aient un accès égal aux vaccins. Mais ces sujets interinstitutionnels sont peut-être secondaires. Le plus essentiel aujourd'hui, c'est comment l'Union européenne, comme entité politique, est à la hauteur des défis auxquels nous sommes confrontés. Les générations qui nous ont précédés en Europe ont beaucoup bénéficié du projet européen en termes de paix, en termes de protection des libertés, ont vu ce projet européen comme une évidence après les tragédies du siècle passé. Et aujourd'hui, le sujet pour notre génération, c'est comment on transmet à nos enfants un continent européen qui est stable, qui est prospère et qui offre des opportunités. Alors, et pour cela, il y a des décisions courageuses à prendre aujourd'hui, pas après-demain. Précisément, je rappelle que vous avez été ancien Premier ministre belge et c'est la Belgique qui oppose son veto sur un chapitre. Elle refuse de toucher aux avoirs russes gelés pour garantir un prêt de réparation à l'Ukraine. Aujourd'hui, la Chambre Euroclear, basée en Belgique, détient 193 milliards d'euros de ces actifs russes gelés. Est-ce que vous comprenez les réticences du gouvernement de Bart de Wever? C'est un sujet que je connais bien parce que j'ai traité ce sujet et lorsque j'étais président du Conseil européen, nous avons pris des décisions ensemble pour prendre les revenus, donc les intérêts générés par ce capital, par ces avoirs russes gelés. Le Premier ministre belge, et je ne suis pas son porte-parole naturellement, le Premier ministre belge a raison, je pense, d'attirer l'attention sur un certain nombre d'enjeux. En particulier, il est important quand l'Union européenne prend des décisions, que ces décisions soient conformes au droit international. On ne peut pas appliquer de double standard. Si on veut le respect du droit international par tout le monde dans le monde, il faut commencer par nous-mêmes respecter le droit international. Lorsque l'on prélève ces capitaux, on perd un levier de négociation pour la suite. Ces capitaux qui ont été prélevés ne pourront plus être utilisés le moment venu, lorsqu'il y aura, je l'espère, un cessez-le-feu et de sérieux pour parler de paix. Par conséquent, les arguments du Premier ministre belge doivent être pris en considération de manière rationnelle. Mais en même temps, l'Ukraine a besoin d'argent frais tout de suite pour faire marcher son industrie de la défense. Il est certain, et oui, il faut donner massivement des moyens à l'Ukraine, financiers, militaires et politiques. Donc on prélève sur nos budgets nationaux. Est-ce qu'il faut le faire par ce biais-là? Il faut bien mesurer que quand on suit ce chemin-là, sans avoir des garanties strictes en termes de droit international, on prend le risque que l'Union européenne perde une grande crédibilité face au reste du monde, à l'Afrique, aux pays de l'Indo-Pacifique, à l'Amérique latine, si nous donnons l'impression d'appliquer des doubles standards d'une part. Et surtout la Belgique qui perdrait des investisseurs, non? Et on perd absolument pas, parce qu'en réalité, quel est l'enjeu? C'est bien au-delà de la Belgique. Je pense que c'est la question de l'euro qui est en jeu aussi. C'est la confiance qui est donnée pour ceux qui investissent dans notre monnaie commune qui est l'euro. Et donc, il y a effectivement un impact particulier en Belgique, et c'est normal qu'il y ait par conséquent une solidarité de l'Europe. Et je fais confiance au Conseil européen, aux 27 chefs d'État et de gouvernement, pour, dans les semaines et les mois qui viennent, prendre des décisions rationnelles sur ce sujet. Charles Michel, des drones qui survolent les États membres, Vladimir Poutine qui fait des essais de missiles brutalement. Est-ce que les Russes sont en train de tester les limites de notre solidarité, justement, en matière militaire? C'est absolument certain qu'il y a une démarche de la Russie qui vise maintenant, en plus de la guerre d'agression contre l'Ukraine, à tester la solidité de l'Union européenne et la solidité de l'Alliance transatlantique et à vérifier si ce fameux article 5 du traité de l'OTAN, cette clause tous pour un pour tous, cette clause de solidarité, si cette clause est solide et robuste ou pas. Et notre réponse est satisfaisante? Je pense que du point de vue européen, il est salutaire de voir les leaders européens très unis, et c'est plutôt un élément qui me rend optimiste du point de vue européen. Par contre, sur le plan du lien entre les États-Unis et l'Union européenne, ça doit nous amener à être lucides. On voit bien que cette alliance transatlantique qui nous tient à cœur et qui a apporté beaucoup de bénéfices est aujourd'hui remise en cause, pas par les Européens, est remise en cause par les États-Unis. Et moi, je suis frappé de voir ce que j'appelle le retard cognitif, c'est-à-dire la situation où un certain nombre d'Européens, à commencer par la Commission européenne et sa présidente, voient une situation, n'aiment pas la situation telle qu'ils la voient, et par conséquent sont dans une espèce de déni et mettent trop de temps pour résister à la manière dont les États-Unis ne nous traitent pas bien pour le moment. Les projets industriels sont sur la table. Il y a des projets très avancés en matière d'avions de combat européens, en matière de drones européens. Mais que manque-t-il aujourd'hui? Il manque l'arbitrage politique en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Espagne, en Turquie, pour considérer il y a quelques projets industriels majeurs. Nous allons mobiliser des moyens. Je pense qu'en quelques années, on peut changer le paradigme industriel sur le plan européen et avoir effectivement une défense européenne de
plus en plus en situation d'apporter les capacités militaires dont on a besoin pour être respecté davantage sur le plan géopolitique. Les USA et la Chine qui négocient une trêve commerciale, notamment sur les droits de douane, les terres rares, bien sûr, les semi-conducteurs, l'Union européenne écartée du jeu. Ça me rend triste parce que je pense que l'Union européenne a de grandes capacités. Je pense que les dernières années, que ce soit au moment du Covid, au moment de la fixation d'objectifs ambitieux sur le plan climatique, en matière aussi de réaction dans les mois qui ont suivi la guerre contre l'Ukraine, l'Union européenne a agi avec unité, avec détermination et avec une certaine consistance. Aujourd'hui, je vois une espèce d'effondrement face aux États-Unis, et c'est une claque. Et à la Chine je pense qu'on est en réalité instrumentalisé par les États-Unis qui utilisent l'Union européenne dans leur compétition, leur combat contre la Chine. Et il n'y a que deux options. Les faits le montrent aujourd'hui. Soit à un moment donné, cette compétition Chine et États-Unis escalade à un point qu'il y a un conflit grave dont nous paierons les conséquences, aussi comme le reste du monde. Soit il y a un accord entre la Chine et les États-Unis. Et nous paierons également les conséquences. Et par conséquent, je ne sais pas ce qu'il faut de plus à un certain nombre de leaders européens pour comprendre qu'on doit développer une stratégie européenne fondée sur nos propres intérêts. On a des différences avec la Chine tout à fait majeures. On n'a pas le même système politique, on a des différences en termes de droits de l'homme, en termes de principes démocratiques, mais on a un certain nombre de chemins sur les sujets globaux, comme le climat par exemple, où on doit être engagé avec la Chine. Je vois que la Chine, par exemple, en matière de climat, investit beaucoup et met en place la tarification du carbone, ce qui est le même modèle que nous avons mis en place sur le plan européen. Les États-Unis ne font pas ça. Aujourd'hui, nous sommes trop dépendants de la Chine pour certaines chaînes d'approvisionnement. C'est une fragilité européenne. On doit donc parler, engager politiquement, diplomatiquement, en étant précis avec les autorités chinoises, en disant « Vous voulez un accès au marché intérieur parce que c'est important et c'est vital pour votre propre économie, le marché intérieur européen. Ben, nous avons aussi des prétentions, nous, Européens. Négocions dures, mais négocions pour trouver des compromis et pas simplement se comporter en instrument des États-Unis dans leur compétition avec la Chine. Moi, je suis assez désolé, assez malheureux de ce manque d'ambition. Merci, Monsieur Michel, d'avoir été en notre compagnie aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous allons tout de suite vous proposer le débat. Ça se passe au Parlement européen entre députés européens avec nos confrères des chaînes parlementaires. Bienvenue au Parlement européen à Bruxelles, dans la capitale européenne. On a assisté en spectateur à la rencontre et aux négociations entre les présidents américains Donald Trump et chinois Xi Jinping. Ils se sont mis d'accord sur un deal qui éloigne la perspective d'une guerre commerciale. Mais ça n'est pas nécessairement totalement favorable aux Européens. Alors que nous sommes son premier partenaire commercial, la Chine ne partage pas nos analyses géopolitiques. Elle soutient la Russie contre l'Ukraine, détournant même les sanctions pétrolières contre la Russie. Elle tente aussi de séduire l'Afrique et l'Amérique latine, ainsi que certains pays européens, aux dépens de l'Union européenne en tant que telle. Mais Pékin est même allé plus loin en menaçant directement nos économies en annonçant début octobre qu'elle durcissait le ton sur les terres rares, ces métaux indispensables à nos industries. Dans ces conditions, l'Union européenne a accueilli avec un ouf de soulagement la levée de ces restrictions à l'issue de la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping, espérant aussi en bénéficier. Globalement, nos économies subissent l'afflux massif des produits chinois et un dumping intensif. Sûr de sa force, Pékin ouvre même la porte à un accord de libre-échange avec les Européens. Alors l'UE a-t-elle encore les moyens de reprendre son indépendance vis-à-vis de la Chine? Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Sandro Gozzi. Bonjour. Bonjour. Eurodéputé d'origine italienne, élu en France sous l'étiquette macroniste Renew. Et puis vous êtes en face de votre collègue, elle aussi eurodéputée belge, Estelle Keulemans, pour les socialistes. Écoutons tout de suite l'homme qui dit avoir sauvé l'Europe de la pénurie des terres rares. Cette rencontre a été un grand succès. Tout le problème des terres rares a été réglé. Et ça vaut pour le monde entier. Cet obstacle avec la Chine a maintenant disparu. Il n'y a plus aucun obstacle. Il s'agit d'un accord d'1 an et nous le prolongerons après 1 an. Cet accord, je pense, sera très régulièrement prolongé au fil du temps. Sandro Gozzi, c'est Donald Trump qui négocie pour nous un délai de grâce d'1 an pour accéder aux terres rares. C'est un peu humiliant quand même, non ? Les États-Unis se trompent avec la Chine depuis l'époque de Nixon. Ils avaient ouvert une première fois politiquement avec Nixon et Kissinger en pensant que la Chine aurait pu être un allié contre l'URSS.
Ils ont ouvert leur marché et notre marché, l'accès à l'Organisation mondiale du commerce avec Clinton en pensant qu'ils allaient évoluer vers la démocratie. Et Trump s'est déjà trompé une fois il y a quelques années quand il a fait un premier accord avec la Chine. Donc je ne crois pas qu'il faut suivre nécessairement les États-Unis dans leur mauvaise analyse avec la Chine. Il est clair que la Chine, pour nous, c'est un partenaire indispensable, mais c'est aussi un rival systémique. Et nous devons utiliser les instruments dont nous sommes dotés pour avoir un commerce équitable et surtout protecteur de nos intérêts avec Pékin, que nous décidons, pas qu'il soit décidé par les présidents des États-Unis. Estelle Coleman, on a vu le commissaire européen au commerce se féliciter de cet accord et même en faire l'exégèse pour rassurer les Européens et dire qu'ils étaient bien, selon lui, concernés par ce que Trump avait obtenu. Il faut se réjouir ou pleurer de notre impuissance ? Alors, de un, je suis heureuse d'entendre les déclarations, effectivement, de notre commissaire, M. Séjourné, parce que moi, je n'ai pas du tout la garantie que cet accord va concerner l'Europe. Or, comme vous l'avez dit, l'accès à ces terres rares est un enjeu essentiel pour pouvoir développer aussi des technologies propres et des technologies digitales ici au niveau européen pour créer de l'emploi, pour avoir ce qu'on a appelé d'ailleurs l'enjeu dont on s'est vraiment rendu compte au moment du Covid, c'était cette autonomie stratégique dont nous avons besoin aussi pour être des partenaires à part entière, tant des États-Unis que de la Chine sur le plan commercial. Donc moi je ne suis pas du tout rassurée parce qu'on sait qu'on est extrêmement dépendant de la Chine par rapport à l'importation de ces terres rares, puisque je pense que pour l'Europe, nous en introduisons, en tout cas nous sommes les principaux consommateurs au niveau de la Chine, 99% en tout cas de ces terres rares viennent de Chine pour nous. Voilà, donc on voit monsieur Trump une fois de plus parader, avoir un accord à la hussarde, c'est sa manière de faire, mais moi je ne suis pas rassurée du tout. Mais alors c'est quand même assez paradoxal, on veut notre autonomie stratégique sur la défense par exemple, et il se trouve qu'on a besoin précisément des terres rares dont la Chine contrôle 60% de l'extraction, 90% du raffinage, 94% de la production d'aimants permanents. Donc pour notre industrie, en fait, et pour qu'elle soit plus autonome, on dépend quand même beaucoup trop de la Chine. Oui, les mots terres rares induisent à des malentendus, parce qu'elles ne sont pas rares. et tout simplement, il faut commencer à les extraire ou à les importer d'autres parties du monde par rapport avec la Chine. Avec l'acte sur les minerais critiques et les terres rares, les Critical Raw Material Act de 2024, sur lequel Thierry Breton avait beaucoup travaillé, on a décidé d'avoir un minimum de 10% des terres rares extraites en Europe et de diversifier à travers des nouveaux accords commerciaux, de nouveaux pactes, l'importation des terres rares des pays autres que la Chine. C'est ça la voie pour arriver à cette autonomie stratégique que nous voulons et qu'elle doit être suivie par des faits concrets. L'autonomie stratégique doit être une indépendance réelle. On vous avait parlé de cette première initiative de la Commission, mais Ursula von der Leyen a fait de nouvelles annonces. Il y a quelques jours, la présidente de la Commission européenne qui annonce un nouveau plan. Donc, est-ce que le premier était vraiment efficace pour sortir l'UE de cette dépendance? On l'écoute. Plus de 90% de notre consommation d'aimants composés de terres rares vient de Chine. Notre réponse doit être à la hauteur des risques auxquels nous faisons face dans ce secteur. C'est pourquoi j'annonce aujourd'hui que nous travaillons sur un nouveau plan baptisé Resource EU. Le but est de sécuriser l'accès à des sources alternatives pour les terres rares dans le court, le moyen et le long terme pour nos industries. Alors Sandro Gozzi, l'Union européenne a la capacité de retrouver cette indépendance pour vous? Oui, notamment au niveau commercial. Je crois qu'au niveau commercial, ce sont des défis difficiles, mais au niveau commercial, ça devrait être moins difficile et ça devrait aller plus vite que dans le domaine de la défense et de la sécurité. Nous avons une politique commerciale qui est compétence exclusive de l'Union européenne, donc nous pouvons parler d'une seule voix dans le domaine commercial. Nous avons les marchés les plus attractifs du monde et donc ce sont deux outils et deux atouts que nous devons pleinement exploiter pour faire ce que la présidente de la Commission européenne justement a indiqué, différencier. Parce que vous savez, aujourd'hui, on se retrouve vis-à-vis des terres rares et la Chine dans la situation dans laquelle certains pays européens s'est trouvé pour les gaz russes avant la guerre en Ukraine. Et une dépendance qui était une erreur stratégique fondamentale. On a réussi
à devenir un peu plus indépendants de la Russie dans le gaz, nous devons faire exactement la même chose sur les terres rares vis-à-vis de la Chine. Mais sur le volet commercial, Estelle Coelmans, c'est plutôt une invasion de produits chinois pour l'instant à laquelle on assiste. Le déficit commercial ne cesse de se creuser entre l'UE et la Chine, 300 milliards d'euros l'an passé. Les exportations chinoises sont de plus en plus nombreuses, du fait aussi des négociations avec Trump, du fait que le marché américain se soit fermé. C'est un afflux massif et un dumping dramatique pour les emplois européens. Alors avant de répondre à votre question, je vais quand même me permettre de revenir sur la question et de l'enjeu des terres rares. Il y a peut-être aussi un enjeu intra-européen, outre l'extraction, dont on sait évidemment qu'elle sera problématique au niveau environnemental. Il y a la question du recyclage et de l'économie circulaire. C'est peut-être le premier enjeu et puis qui d'ailleurs va créer de l'emploi au niveau européen. Donc d'abord, recyclons les métaux, les terres rares ici au niveau européen avant d'aller en chercher ailleurs. Alors, sur le commerce et l'emploi. Sur le commerce, bah oui, évidemment, c'est depuis le début des années 2000, on se dit avec notre approche de consommation, c'est bien, tout ce qui vient de la Chine se fait à bas coût. Pour le consommateur, c'est une bonne chose. Et on constate aujourd'hui, malheureusement, que ça non seulement déstabilise au niveau macroéconomique, mais au niveau microéconomique, toutes nos économies. Alors au niveau macroéconomique, par exemple, commençons par l'acier. On sait qu'évidemment, l'acier chinois, d'ailleurs bénéficiant d'aides d'État énormes en Chine, a déferlé ici, a détruit des centaines, enfin en tout cas 100 000 emplois entre 2008 et 2023 au niveau européen. On le voit par rapport, on en parlera peut-être tout à l'heure, par rapport à l'habillement, on le voit par rapport aux technologies. Et donc, non seulement au niveau macroéconomique, il y a vraiment des déséquilibres très importants, et puis comme vous le dites, au niveau microéconomique, puisque de plus en plus, chacun d'entre nous, derrière son ordinateur ou sa tablette, consomme à bas prix, fait venir du e-commerce et on voit effectivement une déferlante de produits qui, par ailleurs, non seulement sont produits sans respect de normes sociales, environnementales, des droits humains en Chine en particulier, mais qui en plus ici ne respectent pas souvent les normes européennes en matière de sécurité. Alors en France, c'est le feuilleton de la plateforme Shein, la fast fashion chinoise. Le gouvernement a suspendu cette plateforme après la découverte de la vente de poupées pédopornographiques sur son site et alors qu'elle s'installe au cœur de Paris dans le très prestigieux BHV. Elle installe un premier magasin européen. La plateforme a donc suspendu temporairement ses vendeurs tiers. La France qui veut aussi taxer les petits colis, peut-être à hauteur de 2 € par petit colis. Est-ce que l'Europe a peur, en ce qui la concerne, de s'en prendre à la Chine ? Je ne crois pas qu'on ait peur de la Chine. Je crois qu'on a été naïf avec la Chine. Ce n'est pas une question de peur. C'est une question du fait qu'on a pensé que naturellement, en faisant du commerce avec la Chine aurait évolué, aurait respecté de plus en plus nos règles, aurait même évolué du point de vue du système démocratique. C'était l'illusion qui a accompagné l'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce. Nous avons maintenant les instruments, tout d'abord. Finalement, on a introduit un mot et un instrument qui s'appelle réciprocité. J'étais un des premiers, quand j'étais au gouvernement, à soulever cette question des réciprocités. C'était un mot interdit à l'époque avec la Commission européenne. Maintenant, on a des instruments pour rééquilibrer les relations commerciales quand elles se font en violation de nos standards, de nos règles sociales, de nos règles environnementales, de nos règles de sécurité des produits. Nous devons les appliquer. Sur la question des Chines et les poupées pédopornographiques, il y a des lois pénales en France qu'on doit appliquer et on doit les faire très rapidement. Donc maintenant, il s'agit d'être moins naïf et d'utiliser les instruments anti-coercition, anti-dumping que nous avons pour rééquilibrer la relation avec les Chinois. Et celle que le c'est au niveau européen sur cette affaire Chine, est-ce qu'on a des outils aussi pour contrer cette offensive et des pratiques en partie illégales ? Donc c'est effectivement fou qu'on assiste aujourd'hui les bras grands ouverts à l'ouverture d'un magasin de la part d'un opérateur qui effectivement est en contradiction avec toutes nos valeurs européennes et même en contravention par rapport à nos réglementations européennes. C'est quand même effectivement relativement hallucinant. Et donc quels sont les outils ? C'est évidemment au niveau européen qu'on doit pouvoir lutter contre la fast fashion, comme on appelle ça, et donc réguler tout ça. Pour le moment, la seule bonne expérience est en France où il y a un projet de loi pour réguler cette fast fashion parce que Chine, on le sait, donc non seulement inonde l'Europe de produits qui, comme on l'a dit, ne respectent pas la sécurité, mais ne respectent pas non plus la question des droits humains et des droits sociaux. La taxe sur les petits colis, vous êtes pour, par exemple ?
Eh bien, je pense qu'on doit effectivement y réfléchir d'une manière ou d'une autre. Il faudra à un moment donné que chacun joue dans le même jeu et dans le même espace de jeu. Le problème, c'est qu'effectivement, eux, non seulement ne respectent pas les aspects démocratiques, ne respectent pas les droits humains, ne respectent pas... donc, on recourt au travail forcé. Il faut savoir qu'en Chine, ces produits sont produits avec des travailleurs et des travailleuses qui travaillent 18 heures par jour, 6 à 7 jours par semaine, peu payés. Il y a même du travail forcé. C'est aussi une des raisons, c'est un des gros enjeux. Nous aurons la semaine prochaine d'ailleurs un vote ici au sein de ce Parlement européen sur ce qu'on appelle le devoir de vigilance. Ça a l'air très abstrait, mais c'est justement faire en sorte que des opérateurs présents ici, Chine d'ailleurs aujourd'hui en France, respectent les droits humains, les droits sociaux et les droits environnementaux, pas de travail forcé, pas de travail des enfants, tout au long de la chaîne de sous-traitance. Et c'est malheureusement à ça que l'Europe est en train de se résigner aujourd'hui et de supprimer. Alors, les deux présidents chinois et américains, Sandro Gozzi, ont parlé aussi, au-delà de l'économie, du dossier ukrainien, en l'absence des Européens, les Chinois qui ne soutiennent pas l'Ukraine et qui même soutiennent la Russie, en plus achètent peu cher leur pétrole. Comment est-ce qu'on espère un jour les rallier à notre vision? Les Chinois sont des alliés de Poutine et de la Russie. Et ils sont des alliés de la Russie parce que, comme nous, ils voient à moyen terme la faiblesse croissante des Russes. Et ils pensent de pouvoir transformer la Russie dans un des sujets de la sphère d'influence chinoise. Donc ça, c'est clairement la stratégie chinoise. C'est incompréhensible, par contre, la stratégie de Donald Trump. Parce que Donald Trump, il pense que la Chine, il est obsédé, à Washington, ils sont obsédés par la compétition avec la Chine. Ils ont raison, la Chine est un danger. Mais je ne crois pas pourquoi, pour aborder la compétition avec la Chine, ils ont commencé par taper sur leurs alliés historiques, nous les Européens. Ils auraient dû faire exactement le contraire. Mais ça s'explique, je dis que c'est incompréhensible, mais ça s'explique. Nous sommes, l'Union européenne, un obstacle dans l'application de la stratégie impériale de Trump. Trump veut réorganiser le monde autour des logiques impériales, ce qui convient parfaitement à Poutine, ce qui convient parfaitement aux Chinois qui ont un esprit de dominateur. Et l'Union européenne, qui est la forme de multilatéralisme plus avancée, plus démocratique, est un obstacle dans cette stratégie. C'est pour cela que Trump essaye de négocier sur l'Ukraine avec les Russes sans nous, de négocier sur l'Ukraine avec les Chinois sans nous. Et c'est pour cela que nous devons nous doter de cette puissance aussi militaire européenne pour compter, pour peser sur les nouveaux grands enjeux globaux. Estelle Clemence, un mot de la fin sur cette annonce mardi 4 novembre par la voix de son ministre des Affaires étrangères. La Chine s'est déclarée prête à négocier et signer un accord de libre-échange avec l'UE. C'est réaliste? L'Europe y serait nécessairement perdante? Alors si effectivement on négocie pour le moment avec un pays comme la Chine un accord de libre-échange, et on le voit à quelles conditions, sur les aspects socio-environnementaux, je pense que nous sommes effectivement perdants et c'est extrêmement dangereux. Et ce qui a été dit tout à l'heure, on est très clair. Non seulement effectivement Trump a des tendances impérialistes, mais il n'y a pas que Trump. La Chine l'est aussi. Il suffit de voir aussi sa politique et son attitude dans des pays pour avoir accès notamment aux métaux rares comme l'Afrique. Il suffit de voir aussi comment, sur par exemple la production de fibres optiques, qui est essentielle aussi pour nos technologies, il s'implante en Égypte pour avoir des droits de douane moins importants pour exporter vers l'Europe. Et donc voilà, ce sera effectivement très très dangereux et à nouveau très très naïf de conclure un tel accord avec la Chine. Perdant forcément si on négocie avec la Chine? Ça dépend de nous, ça dépend de notre volonté. Certes, si on négocie avec la Chine comme nous avons négocié avec les États-Unis en Écosse, il vaut mieux ne pas commencer à négocier. Merci à tous les deux d'avoir très bien illustré justement les paradoxes de nos relations avec la Chine. Merci à vous, merci Caroline et bonne suite de programme sur nos chaînes.